Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre nouvelle émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons parler de la transparence. Comme vous savez, l'Afrique reste l'une des régions les plus corrompues du monde, selon l'indice de perception de la corruption 2015 établi par l'ONG Transparency International. Notre pays est classé 112e. On sait que les incidences politiques et économiques de la corruption en Mauritanie sont nombreuses. Ces fléaux étant un véritable obstacle à la bonne marche des affaires publiques et freinent considérablement les affaires privées et donc le développement économique. C'est un mal qui ronge notre économie nationale, selon certains. Comment faire pour que les marchés publics, qui constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré d'engagement du pouvoir public en matière de transparence et d'efficacité, soient des marchés transparents? Comment faire pour garantir la transparence de l'attribution des marchés publics? Comment veiller à l'efficacité des procédures? Comment lutter en gros contre la corruption qui est présente sous plusieurs aspects? Donc pour parler de ce sujet, j'ai invité pour vous Maître Mina Abdullah, qui est avocat, professeur d'université et qui est président de la coalition Publiez ce que vous payez Mauritanie. Bonsoir. Bonsoir Maître. Et monsieur mon confrère Judna Oldeda, qui est directeur de publication de Moriop.info. Bonsoir. 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 Voilà, donc je vais commencer par vous, Maître. Notre sujet, ce soir, c'est la transparence. Enfin, en gros, les marchés publics, la transparence, la lutte contre la corruption, on va commencer par la société civile mauritanienne, qui s'intéresse de plus en plus à la transparence de la gestion de revenus générés, surtout par ce qu'on appelle les industries extractifs, dont votre coalition, je rappelle, est une coalition internationale, et vous présidez coalition Publiez ce que vous payez Mauritanie. Bonsoir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie Watania de cette invitation et je la félicite pour l'intérêt qu'elle porte à toutes ces problématiques qui nous concernent tous, et entre autres, évidemment, celle dont tu as parlé, à savoir la transparence ou la bonne gouvernance, deux concepts qui ont une parenté, une filiation très directe. Et tout le monde sait combien est important qu'il y ait la transparence dans la gestion des domaines aussi importants, si on peut dire, que le domaine minier, et là où il y a une gestion des ressources naturelles. La coalition mauritanienne Publiez ce que vous payez fait partie d'un réseau international qui est à la base lui-même de l'initiative de la transparence dans les industries extractives. Je rappelle qu'il a été initié en juin 2002. Et cette initiative vise à ce qu'il y ait le maximum de transparence dans la gestion des industries extractives. Mais cette transparence doit d'abord et avant tout profiter aux citoyens. Que ces revenus soient connus, qu'ils soient publiés, que les entreprises les publient, que l'État aussi de son côté fasse preuve de transparence en publiant les recettes perçues et versées par les redevances par les entreprises. Mais nous, en tant que société civile, et Publiez ce que vous payez, on est convaincu de l'importance de cette transparence du flux financier. Mais aussi, nous sommes demandeurs à ce que cette transparence se fasse au niveau de ce qu'on appelle, nous, toute la chaîne de valeur, à savoir une transparence au niveau des attributions, des licences, des permis, savoir les revenus tirés. Et l'État doit publier ça de façon systématique. L'État doit publier ça. Il faut reconnaître que depuis quelques années, effectivement,
il y a une possibilité de trouver les informations relatives aux différents contrats pétroliers et miniers, d'une part, et d'autre part, le Trésor, aujourd'hui, met à la disposition du public les recettes perçues par l'État, versées par les entreprises. Mais, une fois de plus... redevances de toute nature. De toute nature, pour le moment. En tout cas, il y a un progrès dans ce sens-là, il faut le reconnaître. Mais une fois de plus, ce n'est pas suffisant. Car les citoyens, les communautés des villes dans lesquelles on extrait les mines, les travailleurs qui travaillent dans ces mines ne sont pas, ou leurs droits ne sont pas pour autant respectés par les entreprises, et les communes ne tirent pas un grand profit de ces recettes versées par les entreprises. Et cela constitue pour nous dans de nos plaidoyers pour qu'on prenne en considération ce qu'on appelle, nous, une approche de droit, les droits de la communauté, les droits des travailleurs et aussi, un autre droit non moins important, les droits à l'environnement et à la protection de l'environnement. Voilà, donc je vais revenir pour parler en fait de cette coalition qui, je rappelle, publie ce que vous payez. Je vais revenir pour en parler, mais là monsieur, je donnais donc, si en fait on dit, et d'ailleurs on le pense souvent par rapport à Transparence Internationale, ils disent que le niveau de la liberté de la presse, bien sûr entre autres l'accès aux informations budgétaires, tout ça, et c'est le meilleur combat contre la corruption. Et surtout contre l'impunité qui malheureusement fait défaut dans beaucoup de pays africains, dont le nôtre. Est-ce que vous pensez que le niveau élevé de la liberté de la presse est un point très important? Écoutez, moi je vais juste revenir sur votre première question, s'agissant un peu des tentatives de transparence affichées ou annoncées par l'État, qui je pense relèvent d'abord d'un souci de moralisation de la vie publique. Donc, d'instaurer une certaine confiance entre ceux qui gèrent le pays et les citoyens qui en sont l'objet. Ceci dit, je pense que, comme vous le dites, d'abord constitutionnellement, le droit d'informer est garanti. Le droit à l'information aussi, d'être informé pour les citoyens est normalement garanti. Et je sais que pour la plupart appelons les choses par leur nom, des scandales financiers ont été surtout révélés par la presse. C'est peut-être le moyen le plus... c'est l'un des moyens les plus importants d'ailleurs. Je ne dirais pas le plus important, mais en tout cas c'est l'un des moyens les plus visibles qui dénonce un peu les mauvaises pratiques que les administrations sont tentées de perpétuer. Donc en fait, contre l'impunité, qui malheureusement reste un problème par rapport à la corruption, contre l'impunité, qu'est-ce qu'un journaliste mauritanien aujourd'hui pourrait faire? Non, mais notre rôle, nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne jugeons pas les gens. Mais nous pouvons dénoncer les pratiques. Et c'est pour vous dire que l'État mauritanien s'est entouré de textes qui sont parfaits. Je pense notamment à la loi sur la transparence, je pense à la loi 2007-054 relative à la transparence financière dans la vie publique, mais ça reste des textes. Est-ce que vous avez l'accès aux informations budgétaires? Nous avons accès à ceux qui sont rendus publics par les administrations, et notamment... Public, c'est autre chose, mais ouais, je parle de ça relève de l'investigation. Probablement, vous savez très bien que les gens ne veulent pas toujours jouer franc jeu et que parfois nous sommes amenés à utiliser nos propres moyens pour arriver à l'information qui est camouflée, cachée, qu'on ne souhaiterait pas mettre en lumière. Ceci dit, c'est pour vous dire qu'en fait, par rapport au texte, c'est ça le plus important, c'est qu'on décide, on légifère, et on adopte des textes, mais qui malheureusement ne sont pas respectés. Je parle un exemple sous le contrôle de Maître. Vous avez bien raison qu'il y a eu des avancées en matière de transparence minière. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 2006, il y a le Fonds national des hydrocarbures qui n'a jamais été audité, alors que la loi prévoit qu'il soit audité. Et nous sommes en 2016. Comme les autres. Oui, mais c'est pour vous dire que dans tous les secteurs, il y a malheureusement matière à écrire, matière à parler. Je parle aussi, par exemple, de la loi que je viens de citer,
Vous savez très bien la polémique qui a suivi l'élection du président en 2014, quand il dit qu'il ne savait pas qu'il était astreint à déclarer ses biens, alors que c'est véritablement une loi qui l'y oblige, quel que soit le sentiment du président de la commission, qui lui a dit qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc, nous faisons des lois, malheureusement, mais nous ne les respectons pas. Et ça, c'est le pire de manque de transparence, c'est que tout ce que nous avons comme arsenal n'est pas utilisé. Donc il y a un manque de niveau qui n'est pas très élevé d'intégrité des personnes au pouvoir, plus ou moins du directoire de ceux qui nous gouvernent. Le journaliste aujourd'hui, son vrai rôle, c'est quoi? Je ne vous apprends pas votre travail, mais je sais que le matin, quand on se réveille, quand on cherche de l'information, parfois nous avons de l'information de première main qui est donnée par des sources qui sont crédibles. Parfois, il faut aller plus loin, c'est-à-dire trouver les moyens d'accéder à cette information qui est camouflée, qui est tue par les autorités notamment, qui ont en charge la gestion des affaires publiques. Et c'est là le plus grand problème, parce qu'il n'y a pas, quel que soit ce qu'ils annoncent, il n'y a pas réellement une volonté de transparence vis-à-vis des médias, pour des raisons qui leur sont propres. Mais je suppose, quand on s'est engagé dans une transparence de la vie publique, c'est qu'on se sent capable de donner les informations aux journalistes pour qu'ils puissent les porter à la connaissance de l'opinion publique. Si vous divulguez un vol ou quelque chose comme ça et qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison, ça n'amène pas vraiment... Bon, ça ne règle pas le problème. Donc en fait, si on veut restaurer en fait la primauté du droit pour rompre avec l'impunité, là nous sommes dans l'impunité, qui pose problème selon toutes les ONG qui s'intéressent à la lutte contre la corruption. Donc en tant qu'avocat, quel est le vrai problème chez nous? Quel est le problème en Mauritanie? Comment restaurer cette primauté du droit? Bon, comme l'a si bien dit M. Deda, le problème ce n'est pas l'existence de textes. Nous avons d'excellents textes, pour une simple raison que nous nous sommes inspirés de d'autres textes qui ont été élaborés avant nous, que ce soit en France, au Maroc, en Tunisie. Oui. Et de plus en plus, ça devient même des textes standards. En fait, plus personne n'invente quoi que ce soit. Et le problème, en ce qui nous concerne, au niveau de la Mauritanie, c'est l'effectivité de la loi sur le terrain. C'est-à-dire qu'on prend des textes, mais dans la pratique, soit elles ne sont pas appliquées, soit c'est peu appliqué, soit c'est pratiquement inapplicable, ou soit de toute façon, parfois, on ne veut pas les appliquer. Des barrières, il y a souvent. Tout simplement. D'autres barrières qui ont d'autres raisons, d'autres fondements, d'ordre politique probablement, ou sociologique, ou conjoncturel. Toujours est-il qu'on trouve une règle de droit, une norme qui est là, qui est précise et qui stipule clairement les sanctions. Mais malheureusement, souvent, ces textes ne sont pas appliqués, en tout cas ne sont pas appliqués à la lettre. D'où ce fossé entre les textes et la réalité sur le terrain. Cela est valable dans beaucoup de domaines et aussi dans le domaine de la transparence. Il est exigé de l'État, dans un pays démocratique, un citoyen a le droit d'accéder à l'information. Un citoyen a le droit de connaître ce qui a été fait des deniers publics. Et pourtant, on lui ferme la porte quand il demande un certain nombre d'informations sur l'utilisation de ce qui constitue en réalité l'utilisation, l'exploitation de sa propre richesse. C'est sa richesse à lui. C'est lui qui doit en tirer le profit avant tout le monde d'abord. Et il est normal qu'il sache, qu'il demande qu'est-ce qu'on a fait de ces deniers publics, qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces recettes tirées du pétrole, du gaz, des mines, on reviendra là-dessus probablement, des ressources halieutiques. Donc notre système judiciaire n'est pas impartial. Notre système judiciaire, à l'instar peut-être probablement d'autres systèmes. Oui, on n'a pas vu beaucoup de directeurs de que notre système judiciaire, à l'heure actuelle, est dans ce qu'on appelle la justice économique, n'est pas du tout commercial ou c'est-à-dire la justice économique, ce qu'on appelle le droit des affaires, ce qu'on appelle
au sens large du terme, le droit commercial, cambiaire, bancaire, etc. D'une part, parce que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, les magistrats bien outillés pour pouvoir rendre justice dans ces domaines aussi complexes que les droits qui évoluent à une allure vertigineuse et qui font que il est évident que si on n'a pas la formation adéquate, on ne peut pas trancher des litiges aussi importants et qui concernent parfois des sommes et des montants extrêmement importants. Donc, une absence malheureusement de formation adéquate, un arsenal juridique qui existe, impartial, aussi, mais dont l'applicabilité malheureusement est tout à fait n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une justice vous, dans le économique. public, est-ce que vous vous inquiétez du harcèlement ou de l'intimidation de vos militants? Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de harcèlement. À ce niveau-là, nous n'avons pas malheureusement la possibilité d'accéder à l'information. Déjà au niveau même des entreprises, quand on sollicite des informations au niveau des entreprises, elles ne sont pas données. Nous avons été amenés à demander à des réseaux, à nos correspondants, à titre d'exemple à Taziest, à qui nous avons demandé des informations en tant compagnies, parmi lesquelles au niveau de la transparence. Elle ne nous a pas été donnée. Il a fallu qu'on s'adresse à la coalition canadienne, publier ce que vous payez, pour que celle-ci demande à Taziest en Mauritanie de mettre à notre disposition les éléments d'information qu'on a demandé. Donc en fait, c'est le même problème que les journalistes, quoi. Mais de toute façon, c'est à peu près le même problème. Il se trouve que nous avons un réseau international qui met à notre disposition des informations concernant la Mauritanie, l'utilisation des minéraux des ressources naturelles, minérales mauritaniennes, ce qu'on en tire comme moyen financier, et pourtant nous, sur place, nous n'avons pas ces informations et on n'arrive pas à pouvoir y accéder. Donc exactement. Je vais juste rebondir pour corroborer ce que disait en tant que journaliste, c'est à peu près le même problème. Merci. Non, mais c'est pour juste corroborer ce que disait Maître, parce que nous, sur le terrain, nous faisons face pratiquement tous les jours à ce genre de pratiques qui font appel parfois à, je veux dire, qui sont mues par des accointances tribales, politiques, sociales, tout. Oui, c'est-à-dire, quand on en vient par exemple à de hautes personnalités qui soutiennent un peu le parti au pouvoir et qui sont pratiquement impunies pour des choses qu'elles ont elles-mêmes déclarées, qui sont enregistrées. Mieux, elles sont même, je ne veux pas citer de nom, mais ils sont promis dans leur statut de fonctionnaire, alors que vous voyez par exemple en 2014, après 5 ans de lutte contre la gabegie, qui était le slogan du président, en 2014, éclate toutes les affaires du Trésor, où on en est à des centaines de millions de billets, éclate aussi l'affaire de la Maurice Bank, et que ceux qui sont en prison, ce sont les gens qui sont plutôt les citoyens ordinaires. Donc l'action du gouvernement, quand même, ces dernières années, pas les dernières années, c'est quand même un peu se lire comme une tentative de réduction de ces phénomènes, quoi. Malheureusement, justement, mais je pense que l'inefficience de cette politique n'est plus à démontrer. Parce que d'abord, les affaires sont là. Nous avons malheureusement reculé, et chaque année ça se confirme, en matière de transparence de gestion des deniers publics, la Mauritanie malheureusement est toujours au banc des accusés, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Donc, c'est toujours, malheureusement pour eux, c'est les autorités qui ont en charge la gestion de l'État, et ils prouvent de plus en plus un peu leur mollesse, ou en tout cas l'inefficacité des politiques engagées pour la transparence de la vie publique, et les scandales remontent à la surface tous les jours, toutes les entreprises publiques, tout ce qui... Donc les déclarations en fait de ces vingtaines ou trentaines de compagnies parmi lesquelles les entreprises publiques, est-ce que leurs déclarations de revenus sont vraiment conciliées avec les chiffres fournis par les services de l'État? Si vous essayez de chercher, est-ce que c'est vraiment vrai ou non? Écoutez, nous, comme d'ailleurs les organisations les autres membres de l'organisation de la société civile, le blocage est là, quoi. Comme l'UET qui est présente ici aussi, les gens se conforment en fait c'est un système déclaratif. Les entreprises disent qu'elles ont donné tant pour l'État, que l'État il a reçu tant,
En fait, on compare des chiffres, mais dans la réalité, on ne va pas dans les détails de ces chiffres et de ce qui en est fait. C'est ça le plus grand hic. Quand, par exemple, je pense qu'on y viendra, mais il y a des entreprises nationales, par exemple, comme la SNIM, qui sont astreintes à des bilans annuels. Et depuis 10 ans, la SNIM n'a jamais fait un seul bilan pour au moins éclairer sa gestion. Donc les citoyens ont le droit de se poser des questions. Comment une grande entreprise comme la SNIM, à ma connaissance, ça n'a jamais été le cas avant 2010. Depuis 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun bilan de gestion de cette entreprise qui est vraiment l'épine dorsale de l'économie mauritanienne. Donc on a bien le droit de se poser des questions. Les Mauritaniens veulent savoir et les responsables doivent donner des explications. Parce que, comme le disait Maître tout à l'heure, ce n'est pas l'argent d'un tel ou les ressources d'un tel, c'est les ressources d'un pays et d'une nation, d'un peuple. Et pour vous, ils doivent donner. L'objectif. Ils doivent donner les informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au moins que l'opinion publique soit édifiée. Comment on gère votre argent? Ils sont passés nos fonds. Comment on gère les fonds de ce pays? Parce que c'est ça le droit à savoir, le droit à savoir pour les citoyens. C'est pourquoi il y a une presse, c'est pourquoi il y a des organisations de la société civile. Sinon, on vivrait dans un vase clos et puis. Donc en fait, là on va parler vite fait des marchés publics. Et là je reviens à vous mettre, parce que d'ailleurs je vous pose la même question. En fait, les marchés publics, on sait qu'ils constituent un baromètre pertinent d'ailleurs pour mesurer les degrés d'engagement des pouvoirs publics en matière de transparence et d'efficacité. Les marchés publics chez nous, c'est quoi le vrai problème? Vous, en tant qu'avocat, vous avez certainement eu des exemples. Vous vous souvenez, ce sont les vrais problèmes qui se posent. Bon. Les marchés publics ont connu, il faut le reconnaître, une certaine évolution depuis la mise en place d'un certain nombre de structures de régulation. Les procédures. Et des procédures qui visent évidemment la transparence. Mais il n'est pas évident qu'on est arrivé à cette transparence nécessaire dans un pays où le citoyen doit avoir la légalité, où le droit doit primer. Donc, il y a une évolution. Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, il y a encore une certaine opacité. Il y a encore une administration pyramidale, une hiérarchisée. Le contraire de transparence. Hiérarchisée, peu contrôlée. Qui fait que des marchés encore, et particulièrement ce qu'on appelle communément les marchés de gré à gré. C'est un fourre-tout. En ce sens qu'on peut considérer ou trouver qu'il y a urgence et que par conséquent, il faut faire un marché à gré qui fait que, effectivement, des marchés sont attribués d'une manière peu transparente, sont attribués pour d'autres considérations, et ce qui fait que le jeu ou l'égalité n'est pas là. Et donc, les citoyens, quelque part, ne considèrent que ce n'est pas une structure encore qui va contribuer au renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence dans la gestion des deniers publics. Donc en fait, je vous repose à peu près la même question. Est-ce qu'il y a l'efficacité des procédures dans les marchés publics qui constituent un baromètre pertinent? Tout le monde a vu d'un bon oeil les réformes de 2012 sur le nouveau code des marchés publics, mais nous avons déchanté très vite parce que vous vous souvenez que l'affaire de Wartsila pour la centrale dial de Nouakchott a suscité encore beaucoup de débats pour la simple raison que ça a été exfiltré d'abord à la commission qui en a la charge, la commission de l'énergie, et que ça a été donné à une entreprise qui avait pour 30 millions de plus que le premier. Ce qui est anormal, quoi. Ce qui est anormal. Ouais, et aujourd'hui, on en subit les conséquences. Vous voyez la centrale. Donc il n'y a pas de technicien formé aux techniques modernes, quoi, de passion des marchés. Non, je pense que l'autorité de régulation des marchés publics, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il y a des marchés qui n'ont jamais dépendu d'elle. Donc, l'État a délibérément sorti ces marchés de la compétence de la commission qui en a la charge pour laisser ça entre les mains de la Somelec et Wartsila.
à l'époque, on en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a une succession d'affaires dans laquelle qu'on cite, mais malheureusement, on ne sent pas Donc, à votre la volonté politique. Non, on ne sent pas la volonté politique, c'est là où je vais en venir. Donc, de sévir contre... En fait, il n'y a jamais des sanctions qui ont été appliquées à l'encontre des agents d'administration qui étaient à l'origine. Bien au contraire. Gré à gré ou... Bien au contraire, ils ont été promis, ceux qui étaient à l'origine de ces affaires. Je serais très gentil pour donc, ne pas dire de scandale. La volonté politique n'est pas non, présente. mais c'est ça pose même des questions. Parce qu'on dit très souvent, en fait, dans l'opinion publique, qu'il y a certains ministres, par exemple, qui sont connus pour traîner des casseroles, mais dont les chefs de l'État n'arrivent pas à se défaire parce que, quelque part, les gens pensent qu'ils sont protégés. Donc, c'est la politique, on est pris dans la gestion cartésienne des choses. Ouais. Et quand je cite le cas de Wartsila, c'est parce qu'aujourd'hui, la centrale Diad est un exemple, malheureusement, des conséquences de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, le raccordement entre la centrale, tous les tests avec la partie sud, c'est-à-dire vers l'Exar et comme ça, tous les jours ça pète. Pourquoi? Parce que le produit qui a été acheté dans un marché de gré à gré, non, j'assume toute la responsabilité. J'en assume toute la responsabilité. D'ailleurs, il n'y a plus d'électricité devant le président de la République. Oui, malheureusement, c'est ça l'inconséquence, je veux dire, la conséquence directe d'une mauvaise gouvernance. C'est qu'on achète des choses qui malheureusement se révèlent par la suite inutilisables. Ce n'est pas du tout la réglementation des marchés publics. Imaginez que il n'y a pas eu de sanction. Imaginez que cette partie de raccordement électrique vers l'Exar a été achetée, ou en tout cas le marché a été concocté avec une filiale de la maison mère française. Donc, et dans une opacité totale, mais quel est le responsable qui a payé pour ça? On attend toujours de voir. Donc, dans le même sujet, en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a un traitement en fait, équitable de ce qu'on appelle les soumissionnaires au marché public en Mauritanie? Ce Déda est un excellent journaliste d'investigation. Justement. Il dispose de beaucoup d'informations qui ne sont pas mais vous, à en tant qu'avocat, et en tant que avocat, je ne crois pas savoir que ces problèmes sont débattus au niveau, ou du moins portés au niveau de la justice. À ma connaissance, il y en a très peu, pour ne pas dire pratiquement il n'y en a pas. Donc, en fait, si on peut les appeler ici, entre guillemets, les victimes, en tout cas, ne portent pas, ou n'intentent pas d'action en justice pour recouvrer leurs droits. Ce sont leurs raisons. Le meilleur exemple, Ahmed. Oui, vous venez de donner un exemple en tant qu'un soumissionnaire. Moi, je vous dis des choses. Je vous dis des choses officielles. Oui, bien sûr, mais on est à Ouattania. Non, je veux dire des choses qui sont du ressort de l'État lui-même, qui les constate par des enquêtes. L'audit 2014, l'audit des marchés de 2014. On a bien constaté que certaines entreprises ont dépassé totalement les prérogatives qui leur sont données. Oui, c'est à travers les marchés publics. En fait, l'État veut corriger le tir. Mais malheureusement, on se rend compte que ceux qui étaient responsables des marchés antécédents et que la presse a dévoilés sont encore responsabilisés dans l'audit pour des marchés qui ne correspondent à aucune norme. Mais pourtant, ils n'ont jamais été inquiétés. Et mieux, je vous dis, ils ont été promis dans des postes ministériels. Donc, si on revient au rapport sur les industries extractives en Mauritanie, ces compagnies qui travaillent dans ces industries-là, est-ce que vous pensez qu'il y a transparence dans ces industries? Au niveau de... comment la promouvoir? Au niveau de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui a un comité en Mauritanie, dont je fais partie en tant que, justement, président de la commission publier ce que vous payez, produit annuellement un rapport annuel. Si on parle précisément, en fait, c'est les bénéfices des dividendes. Voilà, un rapport annuel qui reprend les déclarations fournies à la fois par les entreprises et par les trésors publics. Quant aux recettes, il est publié, il y a un administrateur qui est désigné
dont le travail consiste à voir s'il n'y a pas d'écart important entre les déclarations des uns et des autres. Votre dernier rapport, par exemple? Le dernier rapport est certainement, grâce, il faut reconnaître ici, au dynamisme du président actuel, du Bissau, et non seulement a permis d'avoir toutes les informations, à quelques exceptions près, de la part et de l'État et des entreprises, et a pu constater qu'il y a effectivement des écarts. Quand on dit écart, cela suppose qu'il y a corruption. Bien sûr. C'est la moindre chose. Il y a opacité. Quand une différence aussi importante Il y a opacité. qui concerne des millions de dollars non déclarés ou non reconnus comme tels, il y a anguille sous roche. Il est évident que l'entreprise doit justifier ces écarts et l'État, de son côté, doit pouvoir les justifier. Donc, ce rapport, non seulement a pris en considération cette transparence financière, du flux financier, mais a fait un certain nombre de recommandations extrêmement importantes qui visent à ce que cette transparence se fasse au niveau de ce que j'appelais tout à l'heure la chaîne des valeurs, et surtout au niveau de ce qu'on appelle, nous, la responsabilité sociale. En fin de compte, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font comme investissements sociaux? Quels sont les domaines? En fait, l'exemple le plus pertinent, quand on parle... L'exemple le plus pertinent aujourd'hui, c'est que il y a des entreprises, il y a un effort de la part des entreprises, c'est qu'au niveau des infrastructures sanitaires, scolaires, malheureusement, on n'a pas, jusqu'à présent, n'est pas arrivé au résultat escompté, à savoir que cette ville, à titre d'exemple, Akjoujut par exemple. La ville d'Akjoujut, par exemple. Pourquoi cette ville, malgré des décennies d'exploitation de mines, de cuivre, d'or, continue à être une ville sans de grandes infrastructures? Et pourquoi, si demain, pour une raison ou pour une autre, et c'est le cas des MCM, parce qu'il semble qu'elle doit fermer boutique en 2019, quitte cette ville et qu'on se retrouve avec une ville fantôme, comme si entre-temps, on n'a jamais exploité une mine. Et non seulement elle quitte, mais on se retrouve avec des travailleurs sans aucune indemnité, sans aucune assurance. On se retrouve avec un environnement menacé par des produits nocifs utilisés, nocifs pour l'être humain, nocifs pour l'animal. Non, mais il y a un problème là. Et il y a là un réel problème dont nous nous soucions en tant que société civile et que nous cessons de dénoncer au niveau de l'environnement, de l'utilisation de ces produits, parce que en réalité, les effets ne peuvent apparaître que 10 ans, 20 ans après. Qu'il faut que la société n'ait. Et donc, est-ce que l'enjeu vaut la chandelle? Est-ce que quelques millions de dollars qui vont au trésor et dont on ne sait même pas l'utilisation, ça encore, c'est une de nos grandes revendications. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait de ces deniers, qu'est-ce qu'on fait de ces revenus. Est-ce que donc, ces millions de dollars, faut-il sacrifier des êtres humains, des animaux et peut-être toute une civilisation, nomade qui risque de disparaître à cause justement de ça. Donc, le rapport avec la nouvelle norme de l'ITI veut s'élargir, veut aller au-delà de cette transparence financière et savoir quels sont les effets induits de l'utilisation ou de l'exploitation de ces richesses naturelles. Est-ce que surtout, et c'est fondamental, est-ce que les citoyens en ont tiré un profit? Est-ce que cela a contribué pour combattre la pauvreté et la précarité? Car les ressources naturelles, bien gérées, peuvent donner des résultats. Mal gérées, ça peut provoquer des dégâts, et des dégâts énormes et de tout ordre. Donc, mais à vous entendre maître, enfin, se dit qu'en fait, la corruption est encore extrêmement répandue à modèle, parce que c'est des grands écarts dont il parle. Donc c'est une fatalité quand même. Tout à l'heure, j'ai invoqué la loi, c'est la transparence de la vie publique. Avez-vous jamais entendu un responsable? Et la loi prévoit que les déclarations de patrimoine de ceux qui nous gouvernent doivent être rendues publiques. Avez-vous jamais entendu
qu'un président, qu'un premier ministre, qu'un ministre, qu'un directeur d'entreprise publique ait déclaré ses avoirs. Jusqu'à présent, on n'a en tout cas aucune publicité de ce qui est censé être leur patrimoine. Il n'y a jamais un journaliste qui a fait la déclaration à sa place. En énumérant ses maisons, ses villas, ses voitures. Écoutez, il y a tellement de prétendants, il y a beaucoup de choses que cela passe. Justement, mais c'est là le travail d'un journaliste. Oui, mais nous, malheureusement, comme je vous ai dit, l'accès à l'information est très congru. Donc, c'est un obstacle. Et c'est un obstacle majeur. Donc, il faut vraiment beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour pouvoir arriver à ce qui est camouflé, à ce que les gens ne veulent pas mettre devant. Et j'approuve totalement ce que disait Maître tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des textes, il s'agit de les appliquer. Et les entreprises qui, malheureusement, comme la SNIM aujourd'hui, connaissent des problèmes, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance. C'est pas nous, en fait, la preuve, le premier gérant même de l'entreprise, il le reconnaît. 2015 a été catastrophique, entre autres pour des raisons de prix du fer sur le marché international. 2016, il écrit qu'il n'y a pas de visibilité pour la SNIM. Donc, c'est vous dire que, quelque part, la responsabilité même de ceux qui gèrent les entreprises est engagée. Donc, si on prend par exemple, je ne sais pas par rapport aux chiffres que peut avoir Maître, mais tout à l'heure j'ai parlé du bilan de gestion de l'entreprise. C'était le tableau de bord par lequel, toi, vous et moi, on pouvait juger de la santé de l'entreprise. Si depuis 10 ans, et je vous assure que 2009 déjà, on mettait l'alerte pour dire que la bonne vente du marché du fer sur le marché international devrait permettre à la SNIM d'avoir un matelas pour affronter les années difficiles. On ne nous a jamais entendu. La SNIM a commencé à prêter de l'argent à Najah Major, a contribué à l'achat des avions de la Maille. La Fondation a distribué de l'argent à tour de bras, la Fondation SNIM. Tout ça s'est répercuté malheureusement sur sa santé aujourd'hui. Et les premiers qui ont payé les pots cassés, c'est les employés. Jamais à la SNIM, 2 mois de grève n'ont été vécus avant cette période. Et il ne faut pas ramener l'explication seulement au prix du fer. Parce que si vous regardez ces prix, entre 2010 et 2014, nous avons très facilement un reliquat qui n'a pas été versé à l'État, mais dont on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Donc il y a un écart. Il y a un écart qu'il faut bien justifier. Il y a un trou, quoi. Qu'il faut bien justifier. C'est une caisse noire pour l'État, j'en sais rien. En tout cas, il y a un écart. Donc il faudrait bien que les gens comprennent qu'ils ont obligation à donner aux citoyens mauritaniens. L'État a le droit quand même d'utiliser l'argent de la SNIM pour faire des routes ou pour faire des travaux. Mais à ce que je sache, la société SNIM n'est pas une société de bienfaisance. Elle ne peut pas prêter de l'argent quand elle en a besoin à Najah Major, 18 milliards de billets, alors que ses employés étaient en grève pour quelques miettes. Elle ne peut pas, utiliser une fondation. Ça, c'est les moyens, vraiment, si je peux dire, légaux, mais détournés, en fait, pour avoir la main dans les finances. Parce que la fondation SNIM, personne ne peut dire que le social ne doit pas être pris en compte. Mais on peut donner des marchés à des gens, et jamais la fondation n'a fait un appel d'offres pour des marchés au niveau de la SNIM. Donc, c'est vous dire que malheureusement, ça peut être clientéliste. Et nous avons bien le droit de poser ces questions. Nous avons le droit à savoir... Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle efficient. Nous d'abord, on ne peut pas contrôler parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit... Même l'État, je dis bien l'État. Avez-vous jamais entendu parler de l'IGE à la SNIM? Mais d'où est-ce que vous descendez? Je ne sais pas, moi. L'IGE n'a jamais débarqué à la SNIM. Il faut bien que l'État prenne ses responsabilités et envoie des contrôleurs pour savoir ce qui est fait avec les deniers publics. S'il y a responsabilité, il faut sanctionner. Si c'est des considérations objectives de la loi du marché, on pourra aussi le comprendre. Mais que ce soit opaque au point que toutes les choses qui sont avancées paraissent un peu du superflu, moi je pense que la note du ministre de l'ADG de la SNIM en dit long sur la situation de cette entreprise. Donc il n'y a pas photo à l'arrivée. Il y a 2015 catastrophique, 2016 aucune visibilité. Il faut mettre la clé sur le paillasson.
C'est peut-être la seule solution qui reste pour la suite. Bon, on espère pas, on espère vraiment le contraire. Donc en fait, il y a une initiative qui a été, initiative mondiale d'ailleurs pour une plus grande transparence et équité dans le secteur de la pêche, qui a été lancée à Nouakchott lors d'une conférence en présence des participants d'Afrique, d'Europe et d'Asie. D'ailleurs, il y avait le président mauritanien et le président sénégalais. Donc en fait, cette initiative dans le domaine de la pêche, ça mène à quoi? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? D'abord, cette initiative s'inspire en long et en large de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives. D'ailleurs, pour l'histoire, c'est la société civile, et parmi elles, Publiez ce que vous payez, qui a fait un plaidoyer depuis 2006 auprès de l'ITI pour amener l'ITI à accepter d'intégrer dans son périmètre la pêche. Et c'est seulement en 2011 que l'ITI a dit clairement que l'initiative concerne exclusivement les industries extractives, la pêche étant une ressource naturelle et renouvelable, contrairement aux industries minières. Ils ne peuvent pas élargir l'ITI, ouvrir cette porte pour d'autres secteurs en dehors des mines. Et c'est à ce moment-là, grâce au dynamisme et à la personnalité au niveau international de Peter Hang, l'initiateur, le président de Transparency International, que l'idée a commencé à prendre forme. Et effectivement, le chef de l'État mauritanien a pris publiquement ou a demandé publiquement à ce que la Mauritanie est disposée à adhérer ou à piloter en réalité cette initiative, ce qui a été en fait le cas. Fisherie Transparence Initiative. À piloter cette initiative, et aujourd'hui, cette initiative a été mise sur les rails grâce à cette volonté politique d'une part et grâce au dynamisme de certains partenaires, afin que le secteur de la pêche, à l'instar d'autres secteurs miniers, qu'il y ait le maximum de transparence, de bonne gouvernance, de bonne gestion. Mais il s'agit là d'une initiative. Il faut entre-temps encore, et ce n'est pas le cas, mettre en place tous les mécanismes indispensables pour que cette initiative puisse pas de foi. C'est-à-dire... Vous pensez que cette initiative va rendre la pêche plus durable, plus raisonnable, plus responsable en fait? C'est une initiative. Et peu importe, cette initiative, il faut la saluer. C'est un premier pas. Mais elle s'adresse d'abord à un secteur très complexe, la pêche. Le secteur où alors ni les Mauritaniens qui y sont, ni les sociétés étrangères qui exploitent ne sont habitués à la transparence. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est pratiquement l'armement est composé à 70% de bateaux chinois, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain il puisse y avoir de la bonne transparence, parce que tout simplement c'est un monde qui n'est pas habitué encore, il n'a pas la culture de la transparence. Ça viendra, peut-être ça a commencé, c'est possible, il y aura des efforts, mais d'une manière générale. Donc ça veut dire c'est toujours un début. Maintenant, il y a tout un travail à faire, il ne faut pas rêver, il ne faut pas se faire d'illusions, ça demandera encore beaucoup d'années pour y arriver, mais c'est indispensable qu'il y ait cette transparence, parce qu'il y va de l'intérêt du pays, il y va de l'intérêt bien géré pour la croissance, pour le développement durable. C'est un secteur dont l'importance est vitale, c'est un secteur qui peut rapporter gros. On rappelle que cette initiative est quand même plus ou moins globale, parce qu'elle vise... Elle est globale, seulement elle est globale, mais il revient à la Mauritanie en tant que l'initiateur d'amener tous les États concernés, et particulièrement les États africains côtiers, d'accepter d'y adhérer. Il y en a déjà de certains, mais ce n'est pas encore tous les États. Donc en fait, Jidna, vous pensez que cette initiative va rendre la pêche plus durable ou plus responsable? Par les biais de la transparence, bien sûr. Moi, je ne peux pas être plus réaliste que le roi, parce que le président de la République a lui-même reconnu dans son speech qu'il était difficile
difficile. Je ne dis pas impossible, mais en tout cas. Ah bon, l'impossible n'est pas français. Difficile. On va y arriver. Difficile d'imposer la transparence dans ce secteur, mais qu'il fallait quand même oser le faire. Ceci dit, moi je pense que si l'État mauritanien voulait de la transparence dans le secteur de la pêche, il y a belle lurette qui l'aurait fait. Parce que rien ne l'empêche de lister les bateaux qui sont en Mauritanie, de lister... D'appliquer les lois. Oui, c'est ça. En fait, c'est donner la liste des bateaux qui sont en activité en Mauritanie, combien ils payent pour accéder à la ressource mauritanienne. Je pense que c'est du domaine de l'évidence même. Je pense aussi que tout l'esprit de FITI est compris dans les accords avec l'Union européenne, notamment l'article 1er qui dispose que les Mauritaniens ont l'obligation, à travers ce dernier accord signé avec l'Union européenne, de leur livrer les noms des bateaux qui sont en activité en Mauritanie et quelles ressources à laquelle ils ont accès. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, il faut le reconnaître, qu'on veille, en tout cas, ces velléités de transparence nouvelles qui sont affichées par les autorités. Même si on peut regretter que ça tombe mal à un moment où la Mauritanie est indexée comme l'un des pays les plus corrompus. Ce n'est pas bon pour être la locomotive d'une aussi ambitieuse initiative internationale. Il faut saluer l'adhésion du Sénégal et de l'Indonésie à cette initiative. Espérons que réellement elle porte les gens vers la pratique de la transparence, parce que ce n'est pas les textes qui vont manquer. Oui, il faut protéger les droits des pêcheurs et des communautés des pêcheurs et tout ça. Exactement comme quand on parle des mines. Oui, mais c'est à peu près la même chose. Maître Mille le disait tout à l'heure. Ouais. En fait, parce que c'est des ressources dynamiques. Et renouvelables. C'est presque une relique de l'IET, mais qui en est différente, parce que la ressource n'est pas la même. Oui. Maintenant, il y a évidemment ce que M. Peter Hagen appelle le triangle magique, c'est-à-dire la présence de l'État, de la société civile et du privé, qui donne un peu l'assurance en fait d'une certaine transparence, parce que même si l'État veut camoufler des choses, la société civile n'accepterait pas, pourvu seulement qu'elle soit associée réellement à ce qui se fait. Justement. Et même les partenaires aussi regardent d'un certain œil cette transparence. Justement, mais pourquoi l'associer dans le domaine de la pêche plutôt que d'ailleurs, si on ne l'a pas associé dans le domaine des mines, pourquoi l'associer dans le domaine de la pêche? Non, mais il a été associé dans les mines. Oui, mais la position tripartite de la FITI pour la pêche s'inspire de celle des mines, à savoir qu'aujourd'hui, il y a d'un côté l'administration, les entreprises et la société civile. Oui, mais on a des pêcheries, en fait maritimes, des pêcheries surtout les anciens pêcheurs, artisanales, tout ça, ces communautés de pêcheurs, tout. Comment faciliter le commerce de la pêche et surtout que ce commerce soit juste. Oui, vous pensez que vous faites déjà face à des choses qui sont pratiquement insolubles pour l'État mauritanien. C'est les statistiques en termes de capture. Si vous prenez la pêche industrielle, la pêche artisanale, même s'il y a parfois des livres de bord dans des bateaux, ce n'est pas toujours ce qui est dans les livres de bord, qui est le journal de bord, comme on l'appelle. Donc il faut nécessairement qu'il y ait des endroits de débarquement pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a été pris comme ressource, et ça nous permet de gérer la durabilité, la responsabilité. Justement, pour les générations futures, la durabilité de la ressource. Un deuxième point que une pêche responsable. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir, si l'État réellement a cette volonté de transparence, il y a l'appui sectoriel qui est accordé par l'Union européenne. Nous savons qu'il a été la source d'une certaine compréhension entre l'État et l'Union européenne. Justement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'État de fournir les données sur les affectations des fonds d'appui à la pêche? Ça, c'est des questions qui sont existentielles pour dire oui ou non, on est sérieux dans ce qu'on dit. Donc, en fait, par rapport à la surpêche, la dégradation de l'écosystème et tout ça, vous pensez que ça va donner? Moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui est. Je pense que l'État mauritanien, s'il veut vraiment d'une transparence, il doit laisser aux scientifiques qui sont l'UMEUROPE, l'UNISPA, le soin de donner un avis scientifique motivé pour pouvoir réellement avoir un futur certain, quoi. Avoir une vision claire de la ressource. Maintenant, si c'est pour des raisons mercantiles que l'État le fait parfois pour des raisons de difficultés financières, moi je conçois que ça va un peu atténuer, en tout cas ça va entacher la volonté de transparence à laquelle on appelle. Quand vous n'avez pas accès à la convention ou au protocole avec les Chinois, quand vous n'avez pas accès
à la convention ou l'accord avec les Russes, on sait que ce sont ces deux nationalités, malheureusement, qui écument les océans mauritaniens. Mais on ne peut pas avoir accès parce qu'on le sait aussi, on est convaincu qu'ils sont protégés à un haut niveau. Donc, si, la solution, c'est de donner aux gens les informations qui puissent leur donner une vue d'ensemble, non seulement du stock, mais aussi des possibilités de pêche. Et surtout, des pratiques. Parce que tout le monde n'est pas regardant sur les pratiques de pêche. Ouais, or, c'est déterminant pour la préservation de la ressource. Pour les futurs, oui. Ouais. Sinon, donc, c'est vous dire que tout ça, c'est tellement à la fois facile à faire, si on respecte les textes, mais aussi, je sais qu'il y a des... Comment vous pensez vous prendre, en fait, parce que par rapport à leur déclaration, en fait, qui rappelle que la pêche n'atteint pas son plein potentiel de contribution au développement socio-économique, en fait, il y a une inégalité devant l'accès à la pêche qui existe en Mauritanie, entre les communautés. L'intérêt de la FITI au niveau de la transparence, c'est d'une part l'accès à l'information. C'est une initiative volontaire. Mais à partir du moment que l'État, comme il l'a fait d'ailleurs, accepte d'intégrer ou de faire partie de cette initiative, il a l'obligation de donner les informations nécessaires pour l'organisation. Non, c'est une obligation qui pèse sur lui à partir. Rien ne l'oblige à y adhérer, mais une fois qu'il y adhère, c'est comme aujourd'hui pour les industries extractives, au moins ne serait-ce qu'au moins de l'aspect financier. Mais il y a encore plus important au niveau de la FITI, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Le problème d'attribution des licences, les types de licences. À qui sont-ils attribués? Pourquoi? Sur quelle base? Quels sont les critères retenus? D'où un favoritisme probablement, d'où l'inégalité de traitement des citoyens pour l'accès ou pour pouvoir l'accès à la ressource. Et cela, évidemment, la FITI peut contribuer à travers des mécanismes, à travers une obligation qui pèse sur l'État de fournir le maximum d'informations et ça peut contribuer modestement, avec le temps, à une prise de conscience de l'importance de la transparence et pour les armateurs, et pour l'État, et pour les citoyens, et par rapport à la dégradation de l'écosystème et les changements climatiques et tout ça. Absolument, il y a là. Comment vous pensez vous prendre? Comment vous allez vous prendre? Mais nous, par exemple, en tant que société civile, depuis bien longtemps, on a été toujours très préoccupés par le versement en mer des huiles usées qui ont des conséquences dévastatrices sur la flore, au niveau pour les poissons. Et nous l'avons dénoncé à temps voulu, à temps opportun. Et nous continuons à penser qu'il y a là effectivement un danger qui guette les eaux maritimes mauritaniennes. Et que donc, il ne faut pas oublier l'utilisation d'un certain nombre de filets extrêmement je vous rappelle qu'il nous reste juste 2 minutes, donc je vous laisse finir votre intervention et je finirai par... tout simplement que nous... Dans le domaine de la transparence en général... toute initiative qui vise la transparence, nous la saluons. Nous sommes convaincus qu'il ne peut pas y avoir un développement durable. Vous croyez que la corruption en Mauritanie... Qu'il ne peut pas y avoir un développement durable sans qu'il y ait une transparence, une bonne gouvernance. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'en fait, l'opacité des marchés publics, la corruption, c'est une fatalité chez nous? Dès qu'on dit à quelqu'un pourquoi ne pas enfermer cela, il dit vous ne pouvez pas enfermer tout le monde. Je ne pense pas. Moi, vous répondez à cette question, pourquoi enfermer tout le monde? Je ne pense pas que ce soit une fatalité. Je pense que s'il y a une bonne volonté, et s'il y a le concours de tous les acteurs, à quelque niveau que ce soit, et si tout le monde est convaincu que les citoyens a droit à l'accès à l'information, que les citoyens doivent profiter de ces richesses, je pense que nous pourrons arriver à combattre cette léthargie, à combattre ces handicaps qui sont, de mon point de vue, surmontables si toutefois il y a à la base une volonté réelle
consensuelle, commune et de tous les citoyens mauritaniens. Donc en fait, comment pour vous en devenir un enfant? Rapidement, en 30 secondes, vite fait, allez-y. Vous rebondissez. Vous rebondissez. C'est crucial parce que, je le disais tout à l'heure, il faut que les scientifiques soient respectés dans ce qui est de leur programme. Si on veut avoir un futur certain, ça c'est sûr. Donc il faut que... C'est parce qu'il y a des stocks qui sont surexploités et auxquels on continue de donner des licences d'accès à la ressource. Je pense que c'est antinomique. Malgré la sonnette d'alarme des scientifiques. Oui, des scientifiques. Et ils établissent très souvent des rapports pointus par rapport à l'état du stock. Maintenant, par rapport à la volonté affichée de transparence, personne ne peut que se réjouir d'une volonté réelle de transparence. Vous entendez souvent des gens disent comment faire, on ne peut pas enfermer tout le monde, tous non, les Mauritaniens c'est des voleurs. Non, moi je vous renvoie la question. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on enferme les faibles, on laisse les gros requins dehors. Je pense qu'il faut qu'on puisse appliquer la loi sans état d'âme, mais aussi s'appliquer la loi qui est une émanation de la volonté du peuple et qui a été faite à l'Assemblée nationale, adoptée à l'Assemblée nationale comme étant une loi de la République. Je pense que voilà, serait le dernier mot de l'émission. Donc en fait, on espère que ces fléaux, ce mal qui ronge notre économie et surtout l'économie africaine en général, mais notre économie nationale, on espère qu'il va y avoir plus de transparence. Donc je vous remercie, chers spectateurs, et je remercie en votre nom Monsieur Maître Min Abdullah, qui, je rappelle, est avocat, prof d'université et président de la coalition, a publié Ce que vous payez Mauritanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et mon cher confrère Joudne Deda, qui est directeur de publication de Moreb Info. Merci encore. Je rappelle, chers spectateurs, que mon premier invité, premier numéro de Plein Feu, il y a 3 ans, était Maître Min Abdullah. Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait de l'argent sale, des partis politiques et tout ça. Voilà, donc je remercie M. Racine Wan et M. Ndiaga qui ont réalisé cette émission. Quant à vous, chers spectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.